Et d'abord le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il veut unifier l'Église. Le pape Léon XIV ne cesse de le répéter depuis son élection à la tête du Saint-Siège jeudi dernier. Petit à petit, le nouveau souverain pontife dévoile ce que va être son pontificat. Bonjour Louise Salé. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Vous avez suivi les différentes déclarations et apparitions de Léon XIV tout le week-end. On en sait plus aujourd'hui sur ses choix, notamment celui de son nom. On pressentait déjà vendredi qu'il s'agissait d'une référence à Léon XIII, le premier pape du XXe siècle. Oui, Léon XIV veut moderniser la pensée de Léon XIII sur la justice sociale, défendre la dignité humaine et le travail face à l'intelligence artificielle. Le pape désire aussi poursuivre le combat de François pour la paix, comme il l'a dit hier au balcon de Saint-Pierre. Comme le pape François qui l'a affirmé plusieurs fois, je m'adresse moi aussi aux grands de ce monde, répétant l'appel toujours plus actuel, jamais plus de guerre. Ces appels à l'unité dans l'Église, ont été nombreux lors de ces prises de parole. Et le pape, Louise, va s'adresser aujourd'hui à 6000 journalistes venus du monde entier. Oui, et peut-être que, comme François en 2013, le nouveau pape détaillera les priorités de son pontificat. C'est à ce moment-là que le pontife argentin avait déclaré vouloir une église pour les pauvres. Peut-être que Léon XIII affirmera aussi sa position anti-Trump, comme il l'a déjà exprimé sur les réseaux sociaux lorsqu'il était cardinal. Mais il faut savoir qu'aucune question ne pourra être posée par la presse. C'est surtout pour le Saint-Père l'occasion de bénir et de remercier les journalistes pour leur couverture médiatique des funérailles de l'ancien pape, du conclave et de son élection. Merci Louise Salé. À Rome pour Europe 1. Alors l'élection de Léon XIV a déclenché chez les catholiques une vague d'émotion et d'espoir. Ils étaient nombreux, place Saint-Pierre, à attendre de le voir apparaître au balcon jeudi dernier. Nombreux encore hier pour assister à sa première messe dominicale à la basilique Saint-Pierre. Et même quand le pape n'a pas prévu d'apparition, ils sont encore des milliers de fidèles, de curieux à se presser au Vatican. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes vous aussi l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Tout le monde veut visiter la mythique chapelle Sixtine où les cardinaux se sont réunis en conclave la semaine dernière. Tout le monde veut découvrir les trésors inestimables des musées du Vatican. Ça fait une très longue file d'attente dans laquelle vous vous trouvez, Frédéric. Oui, et comme tous les jours, la file d'attente des visiteurs s'étale sur des dizaines et des dizaines de mètres, à l'ombre pour l'instant des remparts de la cité du Vatican. La place Saint-Pierre est à l'opposé, à quelques minutes de marche. Les musées ouvrent à l'instant leurs portes. Luciana est guide, elle accompagne ce matin un groupe de 6 personnes. Nous l'avons tous vu à la télévision. Nous avons vu des photos de la transformation de la chapelle Sixtine pour la préparer au conclave. C'était si complexe que je n'imaginais pas qu'ils pourraient la démonter en 3 ou 4 jours. C'est aussi très important en tant que professionnel car évidemment, c'est le désir de tous les clients de visiter la chapelle Sixtine. Gianfranco, lui, connaît parfaitement les musées du Vatican car il vit à Rome et il vient faire visiter ce matin à des amis la chapelle Sixtine. Nous serons le premier à visiter la chapelle Sixtine. C'était fermé à cause du conclave, mais aujourd'hui on la réouvre et on aura la chance. Mais pour moi, c'est une émotion. Vous avez visité la chapelle Sixtine? C'est peinte par Michelangelo, Botticelli, même Perugino et Bartolomeo della Gatta. À gauche, droite, vous avez les histoires de Moïse et de Christ, que c'est avant que Michel-Ange. Oui, avant que Michel-Ange réalise les chefs-d'œuvre qui ornent le plafond de la chapelle Sixtine, sous lequel ce plafond se sont réunis les cardinaux. Je vous précise aussi que la cheminée n'est plus sur le toit de la célèbre chapelle. La fine cheminée est uniquement installée pour la fumée blanche. Merci beaucoup. Merci Frédéric Michel en direct de Rome pour Europe 1. Léon XIV, dont les premiers mots ont été pour la paix, Vladimir Poutine aurait-il été réceptif à son message? On peut se poser la question. Le président russe a proposé ce week-end à l'Ukraine des négociations directes sans conditions préalables. Discussion qui s'ouvrirait en Turquie ce jeudi. Réelle volonté de négocier ou nouvelle manœuvre du maître du Kremlin? On le saura d'ici la fin de la semaine. J'attendrai Poutine en Turquie personnellement, a en tout cas répondu le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Caroline Baudry. Le rendez-vous est pris jeudi 15 mai à Istanbul. Une main tendue de Vladimir Poutine en guise de réponse à cet ultimatum des Européens. Un cessez-le-feu dès aujourd'hui ou des sanctions massives. Le maître du Kremlin évoque la paix pour jouer la montre selon Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et analyste des relations internationales. Il n'y a aucune volonté de Poutine de conclure une trêve. Et là, c'est encore une manière de gagner du temps. Il essaye de rester maître de son agenda devant les pressions que les Occidentaux exercent à raison
accusations contre lui. Donc tout ceci, évidemment, n'est pas sérieux. En réalité, l'idée même, d'ailleurs, de négocier avec Poutine ou de conclure un accord de paix, c'est quelque chose qui relève de l'illusion diplomatique. Le président russe insiste, les discussions devront porter sur les causes profondes et historiques du conflit. Une rhétorique figée, estime le spécialiste, selon laquelle les frontières légales de l'Ukraine sont illégitimes, tout comme sa volonté de rejoindre l'OTAN et la présence de Zelensky et de son armée au pouvoir. Caroline Baudry. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Les 2 textes sur la fin de vie, soins palliatifs et aide active à mourir reviennent aujourd'hui au programme du Pool Palais Bourbon, 4 ans après le premier examen. Et le vote doit avoir lieu fin mai. D'ici là, les débats s'annoncent tendus, tant le sujet est délicat et tant le texte a été modifié en commission des affaires sociales. Mais le gouvernement tente de rassurer. Maï-Hélène Trémollet, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, propose une série d'amendements pour mieux encadrer l'aide active à mourir. Parmi les propositions du gouvernement, une définition plus précise de la phase avancée ou terminale, l'un des critères requis pour avoir accès à l'aide active à mourir, un délai de réflexion incompressible de 48 heures après l'accord des médecins, ou encore une restriction du recours à une aide extérieure, sauf pour les cas très exceptionnels. Par ces garde-fous, Catherine Vautrin cherche à rassurer les quelques 150 députés indécis, pour la plupart issus du bloc central, et pour cause, une grande partie d'entre eux, toujours hésitants, s'inquiètent surtout des conséquences concrètes d'une telle loi et des modifications profondes du texte en commission. De leur côté, les opposants dénoncent la nouvelle version du texte et alertent sur des critères considérés comme trop vagues et subjectifs. Et les nouvelles digues proposées par le gouvernement ne convainquent pas pour l'instant, loin de là. Plusieurs associations opposées à la loi rappellent que ces digues devraient logiquement être amenées à sauter sur le long terme en s'appuyant sur l'exemple des pays voisins comme la Belgique où l'euthanasie est désormais ouverte aux personnes mineures. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et puis le choc à Avignon, samedi soir, une dizaine de jeunes qui se présentaient comme musulmans ont menacé de brûler une église. Après la messe de nuit, ce petit groupe âgé d'une quinzaine d'années est entré dans l'édifice prétendant vouloir visiter ou se convertir. Selon les témoins, une fois à l'intérieur, ils ont menacé de revenir incendier l'église, insultant la religion catholique. Une plainte a été déposée, la police déployée autour du bâtiment lors de l'office hier matin. Et puis un air de jazz sur Europe 1 ce matin avec le 4e album d'un artiste aux 1000 facettes. L'acteur américain Jeff Goldblum célèbre Ian Malcolm de Jurassic Park. Il est aussi un jazzman accompli. Son nouveau disque s'intitule Still Blooming, ça veut dire toujours en fleurs. Album inspiré et élégant. Sébastien Bordenave va rencontrer Jeff Goldblum pour Europe 1. Hello, my name is Jeff Goldblum, and you're listening to Europe One. We love Europe One. Jeff Goldblum a pris des leçons de piano avant de devenir comédien. Cet album est un bijou de rigueur et d'impro. Il est au piano et sur une chanson au micro. I'm very proud of it. Je suis très fier de cet album. On a beaucoup travaillé dessus et les musiciens avec qui j'ai joué sont les meilleurs du monde. Et Scarlett Johansson est là aussi, vous la connaissez, grande actrice. Elle chante The Best Yet to Come. Scarlett Johansson, mais aussi Ariana Grande, Jeff Goldblum, fan absolu de jazz, l'est aussi de notre culture. J'adore la France. J'aime le cinéma français, la gastronomie française. Je peux chanter beaucoup de choses. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez la médecine, dang dong dang, dang dong dang. Voilà, Jeff Goldblum aime la France au moins autant que la France aime Jeff Goldblum. On adore Jeff Goldblum et Sébastien Bordenave, évidemment. Évidemment, merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous.